Bonjour à tous, merci d'être présents à ce nouvel atelier du web marketing. Merci d'être présents aussi nombreux, vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc c'est super. On va commencer d'abord par vérifier que vous nous entendez bien. Donc je vous envoie une petite question dans la chatbox qui est en bas de votre fenêtre GoToWebinar, à droite de votre écran normalement. Donc merci de taper dans votre chatbox juste un petit oui, on vous entend bien, pour vérifier que tout va bien. D'accord. Cinq sur 5, super. Top. Ok, donc on va commencer. Christine, je te laisse la main. Voilà, super. Donc merci à vous tous Bonjour d'être à présents. tous. Pardon. Ouais, voilà. Donc je laisse la main à Christine Quinte, consultante WSI à Montpellier, donc qui va vous parler des campagnes emailing. À présent, elle a la main. Normalement, vous devez voir son écran avec sa présentation. Donc Christine, je te laisse commencer. C'est à toi. Merci David. Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux. Je vais essayer en 1 heure de vous donner l'essentiel de ce qu'il faut faire pour réussir des campagnes emailing. Évidemment, le sujet est vaste, donc je vais essayer d'aller assez rapidement parce que j'avais plein de choses à vous dire et j'ai essayé d'illustrer avec un certain nombre d'exemples. Alors pour commencer, WSI, c'est le leader mondial du conseil en marketing Internet. Nous avons plusieurs domaines d'expertise, la création de sites, la génération de trafic, la conversion de trafic, la construction d'une notoriété en ligne et la communication online. Nous sommes un groupe de 55 agences représentant plus de 80 personnes en France et nous avons l'habitude de nous réunir pour partager nos connaissances. Et en ce qui me concerne, j'ai 25 ans d'expérience en marketing, dont 14 en marketing Internet. Mon dernier poste était directrice marketing e-commerce chez Orchestra, qui fait des vêtements pour les enfants et qui est basé sur Montpellier. Depuis 2010, j'ai fondé l'agence Digiting WSI à Montpellier. Alors, concernant le déroulé de notre présentation, je vais commencer par faire une introduction sur l'emailing et pourquoi c'est important. Et puis ensuite, on va prendre les choses pas à pas pour les créer, apprendre à les délivrer de façon correcte, mesurer leur performance et augmenter la conversion des emails qu'on aura créés. Alors, d'abord, pour présenter dans un aspect général, quand on parle de marketing Internet, on a un certain nombre de leviers qu'on peut agir pour soit augmenter la visibilité, la crédibilité, soit générer du trafic, soit fidéliser et engager. Et le e-marketing, le levier emailing marketing est l'un des leviers de génération de trafic, mais également un levier de fidélisation et d'engagement. Donc, on retrouve cet outil dans les deux domaines et c'est pourquoi il est si important. Alors, est-ce que l'emailing a été tué par l'arrivée des réseaux sociaux? La réponse est non. Aujourd'hui, c'est un très bon complément. Il y a des objectifs qu'on peut atteindre grâce aux réseaux sociaux qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va atteindre avec l'emailing. L'emailing n'est pas mort. Les statistiques montrent que ça reste un des leviers les plus rentables qu'on puisse mettre en place dans son business. Mitrailler ne fonctionne pas. Donc là, c'est une Photoshop pour que vous vous souveniez que envoyer à tout le monde énormément d'emails sans distinguer à qui on envoie quoi, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, connaître sa base va être la base du succès, puisque si vous savez qui sont les gens qui ont été rentrés dans la base, vous saurez quoi leur adresser comme message. Et pour ça, une fois qu'on connaît bien sa base, on va pouvoir organiser des groupes et segmenter. L'intérêt d'un emailing et ce qui va en faire le succès, c'est bien la pertinence. On ne cherche pas à faire rentrer un carré dans un rond ou même l'inverse. On va chercher à adresser un message sur une thématique à des gens qui sont intéressés par cette thématique. Donc n'oublions pas d'être pertinent, on va voir plus loin comment dans le détail on va pouvoir être au top là-dessus.
Intégrer notamment avec le social, c'est indispensable. Aujourd'hui, l'emailing est quelque chose qui se partage et les réseaux sociaux vont nous aider à diffuser une information qu'on envoie à des gens qu'on connaît et qui ensuite va être diffusée sur les réseaux sociaux à des gens dont on n'a pas forcément les coordonnées, mais qui vont pouvoir voir notre message. La clé, c'est le contenu, c'est-à-dire la clé du succès, c'est quand même bien ce qu'on va mettre dans cet emailing adressé aux bonnes personnes. Et enfin, parce qu'on ne saurait progresser si on ne fait pas de tests, l'idée c'est de faire des tests et encore des tests. Si on ne fait pas de tests et qu'on organise un emailing qui ne fonctionne pas, on ne saura pas dire pourquoi. Est-ce que c'était lié au fichier? Est-ce que c'était lié au jour où je l'ai envoyé? Est-ce que c'était lié à un mauvais outil d'envoi? Est-ce que c'était lié à la promotion, à un objet qui ne donnait pas envie d'ouvrir? Vous ne le saurez jamais, donc vous ne pourrez pas vous améliorer. L'idée, c'est donc de tester et on va voir tout à l'heure comment on fait un test qui fonctionne. En termes de timing, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des jours qui sont plus ou moins propices? Alors, dans le temps, c'est-à-dire il y a encore quelques années, il était important de faire attention aux jours et puis aux heures. Parce que quand on était chez les consommateurs finaux, donc ce qu'on appelle le B2C, c'était les pauses déjeuner et le soir et le week-end qui étaient des jours où on voyait que les emailing étaient le plus réactifs, le plus souvent lus et consultés et cliqués. Et ce n'est plus le cas maintenant parce que les gens maintenant ont, pour la moitié d'entre eux, accès à Internet à partir de leur téléphone. Et de ce fait, grâce à cette mobilité, ils consultent les emails dans le métro, dans le train, pendant une période d'attente qui fait qu'on n'est plus obligé d'attendre la pause déjeuner et le soir et le week-end pour consulter ces emails personnels. Et du côté des entreprises, on avait coutume de dire que le mardi et le jeudi étaient les 2 meilleurs jours de la semaine. Ça reste le cas. Je dirais simplement qu'il faut éviter d'envoyer des emails qui vont arriver le lundi avec tout le stock parce que le lundi est une journée non pas opérationnelle mais très réunionnite aiguë. Donc quand on s'adresse aux entreprises, évitez le lundi. Après, l'horaire a assez peu d'importance, plutôt le matin et en début d'après-midi, mais ce n'est pas un élément essentiel dans le choix. Ensuite, on va parler de comment créer des emails, mais juste avant, je voulais faire un petit panorama des forces et des faiblesses de l'emailing. Les forces, c'est que c'est un excellent moyen de conversion des prospects qualifiés. C'est un outil très rentable sur les clients susceptibles de racheter, c'est-à-dire que si vous avez un cycle d'achat qui permet à des gens qui ont fait un premier achat de venir réacheter ou acheter des choses complémentaires, on est là-dessus sur un outil très performant. On a un quart des emails qui sont partagés avec d'autres personnes, donc vous avez un effet de diffusion qui est super intéressant. Quant aux faiblesses de l'emailing, on peut avoir des problèmes techniques dans l'affichage des images et dans le fait que si on envoie des emails de façon trop fréquente, les personnes vont se désabonner. En termes d'opportunités et de menaces, les mobiles et les tablettes ont donné une deuxième jeunesse à l'emailing. Maintenant que les personnes peuvent être en situation de voir les emails sur leur mobile, sur leur tablette, on se retrouve avec des emails qui sont lus plus souvent et surtout, ont des chances d'être lus, alors qu'avant, ils se stockaient dans une messagerie où on finissait par ne plus lire tout ce qu'on avait reçu. La consultation quotidienne des emails rend aussi l'impact d'un email beaucoup plus rapide que dans le temps. Dans le temps, il fallait attendre une journée, voire deux, pour voir les effets en magasin ou sur un site de l'envoi de l'email. Maintenant, il s'agit de quelques heures. Quant aux menaces, eh bien, les emails commerciaux ne sont pas encore tous adaptés aux mobiles. Donc, si vous n'utilisez pas les bonnes plateformes, vous pouvez vous retrouver avec une bonne partie de ce que vous envoyez qui n'est pas utilisable parce que pas franchement visible ou pas dans de façon correcte sur les fameuses tablettes et smartphones. Comment vais-je faire le choix d'un système? Ce que j'appelle un système, c'est une plateforme d'envoi d'emailing. Eh bien, je dois d'abord faire la liste des fonctionnalités que je demande à cette plateforme. Est-ce que j'ai besoin de connaître le taux de livraison, d'avoir des propositions de modèles d'emailing, de pouvoir faire des suivis de statistiques par lien? Est-ce que cet outil va être
être facile à utiliser pour créer les emails, pour gérer ma base de données, pour nettoyer ma base de données. Je vais aussi chercher à savoir s'il y a un bon support quand j'utilise cette plateforme de la part de l'éditeur pour que si je ne sache pas faire tout ce que je devrais savoir faire, je puisse avoir en chat, au téléphone ou par email des réponses à mes questions. Et enfin, pour le choix de cette plateforme, je vais regarder quel est son prix de revient par envoi, par personne, et en fonction de si j'en envoie beaucoup, pas beaucoup, si j'ai une petite ou une grosse base, je vais avoir différentes possibilités de faire le bon choix. Alors, quelques références sur le marché. Nous avons en France Email Vision, qui est un prestataire très important, qui s'adresse plutôt aux grands comptes. Nous avons Sarbacane, qui est aussi un prestataire français avec un outil français, qui s'adresse du coup à des comptes, on va dire, petits et moyens comptes. Constant Contact, que nous affectionnons très particulièrement dans le réseau WSI, pour une raison, c'est qu'il a un rapport qualité-prix-fonctionnalité qui est imbattable. La seule souci, c'est que la plateforme est en anglais, donc il faut avoir une toute petite notion de quelques mots d'anglais pour s'en sortir, mais il a un très bon rapport qualité-prix. Et puis, nous avons MailChimp, qui est un outil qui est gratuit, mais qui a aussi les limites du gratuit, c'est-à-dire que dès qu'on a besoin de fonctionnalités supplémentaires, on devra passer sur des versions payantes qui font que, en final, en fonction de la taille de votre base et de la fréquence de vos envois, il sera plus ou moins malin d'utiliser un prestataire ou un autre. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, je vous la donne déjà pour ceux qui n'auraient pas d'idée pour vers qui se tourner, mais elle est loin d'être exhaustive, bien sûr. Alors, construire sa base de données, eh bien, je vais chercher à construire une base de gens qui sont d'accord pour que je leur adresse un message. Donc ça, c'est la première chose, c'est que si je m'adresse à des inconnus qui n'ont jamais entendu parler de moi, il y a quand même assez peu de chances qu'ils soient intéressés. Si en plus je ne sais pas qui ils sont, ce qui les intéresse, il y a encore moins de chances que ça marche. Donc la première chose, c'est de commencer par vouloir collecter des données de gens qui s'intéressent à moi et qui m'ont dit oui, je veux bien recevoir des informations de votre part. Le cycle de la construction d'une campagne emailing. Je vais commencer par définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs de ma campagne. Je vais construire ma base, c'est-à-dire qu'il y a des fois j'ai des adresses email qui traînent dans l'entreprise un petit peu partout, dans les boîtes de messagerie de mes commerciaux, des choses qui viennent d'Internet, des fichiers que j'ai récupérés, des cartes de visite dont j'ai saisi les adresses email. Et le tout, c'est de pouvoir centraliser tout ça dans un seul et même lieu pour pouvoir au moins centraliser toute ma base de contacts. Une fois que je l'ai centralisée, que j'ai compris la différence entre les différentes personnes qui la composent, je vais pouvoir faire des segments. Donc, je vais segmenter ma base de données. Je vais surtout, dans la première chose, séparer les clients des prospects parce qu'il est vraiment très dangereux de considérer un client comme un prospect et de ne pas lui faire comprendre qu'il a un statut particulier puisqu'il est déjà client. Je vais créer et personnaliser un email, je vais ensuite exécuter l'envoi de ma campagne et je vais enfin analyser les résultats de la campagne. Entre les deux, j'aurai quand même fait des tests qui me permettent d'analyser les différents versions que j'aurai envoyées de ma campagne, ce qui me permettra à la fois d'après d'améliorer ce que je pourrais améliorer soit du côté de ma base, soit du côté de mon emailing pour que ça fonctionne encore mieux et le cercle est ainsi terminé jusqu'à ce que je revoie mes objectifs et que je répète cette procédure. Les typologies de campagne, eh bien, en gros, moi je distingue trois typologies de campagne d'emailing. On a en emailing un outil qui nous sert à faire de l'acquisition de nouveaux clients, un outil qui nous permet de faire de la fidélisation de clients existants pour qu'ils puissent réacheter ou acheter des produits complémentaires, et nous avons un outil qui nous permet de convertir des prospects qualifiés. Donc ces gens-là sont en voie de devenir clients mais n'ont pas encore passé la dernière étape qui fait qu'ils sont clients, mais par contre ils ont suffisamment manifesté d'intérêt pour qu'on sache que avec quelques petites picousses par email, ils puissent enfin devenir des clients. Alors, je vais commencer ma campagne en définissant d'abord des objectifs et des moyens. L'objectif de la campagne détermine les actions
qu'on va mettre en place pour atteindre la cible. Et par exemple, si je décide que l'objectif de ma campagne, c'est de faire acheter en ligne parce que je possède un site e-commerce, ça peut être un objectif. Mais tous les sites ne sont pas e-commerce. Mon objectif, ça peut être que la personne soit amenée à regarder une vidéo ou à télécharger un livre blanc, un catalogue, s'inscrire à une newsletter ou appeler au téléphone. On a des sites et des emails qui peuvent avoir une seule vocation, c'est de faire téléphoner, parce que derrière un téléphone, on peut avoir un rendez-vous qui, lui, va générer du chiffre d'affaires. On peut avoir un objectif qui est de faire une demande de devis ou de faire une réservation en ligne pour un restaurant, un hôtel, une chambre, un voyage, ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a défini en fait l'objectif de ma campagne, je vais pouvoir ensuite décider quelles sont les personnes à qui je vais m'adresser. Donc, quand je vais faire ma campagne, je vais faire une campagne sur ce qu'on appelle le marketing de sollicitation, c'est-à-dire que je vais m'adresser à des personnes qui sont d'accord pour que je leur envoie des messages. D'accord ? On a besoin que ces personnes soient d'accord. Ça donne des meilleurs taux de délivrabilité, parce qu'ils vous ont donné des bonnes adresses, des meilleurs taux de conversion parce que ces personnes-là sont intéressées. Vous créez en fait une confiance accrue en la marque parce que c'est une société que je connais qui m'adresse ce message et donc je ne suis pas polluée par des inconnus. Alors, 6 façons de le faire. Là, on a commencé par la fin, mais le début, c'est on va commencer par demander lors d'un événement, par exemple, sur un salon, de pouvoir collecter une adresse email. Le demander, ça peut être sur un lieu de vente. Donc, je suis en magasin, je suis au restaurant, et je ne vais pas oublier, quand la personne passe en caisse, de lui demander son adresse email pour qu'elle puisse recevoir des nouveautés sur les produits, des promotions, des ventes privées, tout ce qu'on peut imaginer dans le calendrier commercial. Je vais créer un espace contact sur le site web. Donc là, je l'appelle inscription à la newsletter ou je l'appelle simplement espace contact avec un formulaire assez facile à remplir. Je vais proposer de créer un renvoi depuis les réseaux sociaux sur la page qui pourrait permettre de faire la collecte de ces données. Je vais proposer le partage avec un ami parce que si les amis de mes clients et de mes prospects peuvent devenir des prospects, ça m'arrange. Je vais pouvoir aussi louer et puis acheter des bases, si le test est validé, bien entendu. Là-dessus, je dirais qu'il faut être précautionneux. Toutes les locations de fichiers ne sont pas forcément rentables, les achats encore moins. Donc on commence par faire des tests, ensuite on voit si on s'engage plus loin, mais l'emailing d'acquisition, donc de prospection, est difficilement rentable. Je peux aussi décider d'organiser un concours. Alors, je le recommande uniquement auprès des clients que vous connaissez pour récupérer leur adresse email, parce que le concours qui est diffusé sur Internet, qui vous amène des personnes qui ne sont intéressées que par le cadeau, ça fait rarement des gens qui se convertissent en clients. Les informations nécessaires au moment de la collecte. Eh bien, je vais chercher en fait à avoir des informations déclaratives, donc c'est du type nom, prénom, adresse postale, si j'ai besoin des adresses postales, parce que rappelez-vous qu'un formulaire qui est trop long sera très mal rempli, donc je ne mets dans mon formulaire à remplir que les informations dont j'ai vraiment besoin pour mener à bien ma campagne. Numéro de téléphone si vous en avez besoin. Si vous êtes en B2B, essayez de collecter évidemment le nom de l'entreprise et la fonction de la personne qui se cache derrière l'adresse email que vous allez collecter. Et ne demandez que l'essentiel. Plus c'est long, moins les gens remplissent, ça c'est connu. Les informations comportementales, eh bien, c'est de pouvoir collecter dans votre base de données des comportements que votre client a pu avoir en ayant cliqué sur une campagne, en ayant fait tel et tel achat, en étant prescripteur, en étant parrain d'autres clients. C'est des informations qui peuvent vous aider à mieux savoir si cette personne est intéressante pour votre business ou non. Alors là, ensuite, quand j'ai collecté toutes ces données, je vais chercher à les segmenter. On est bien d'accord que si j'adresse le même message à tout le monde, ça ne fonctionnera pas. Donc je dois pouvoir faire des lots, des groupes de personnes, et plus je segmente, plus j'arriverai à être convaincant parce que j'adresse un message spécifique à un groupe de gens dont l'intérêt est aussi spécifique. Pour moi, la première segmentation importante dans votre base de données, si vous ne pouviez pas en faire 12, ça serait déjà de partager les clients des prospects.
On ne peut pas envoyer un email à un client en lui demandant de devenir client alors qu'il l'est déjà, c'est vraiment la honte. Donc évitez de faire cette confusion, et il est important que quand un prospect devienne client, vous puissiez le faire basculer de son statut de prospect au statut de client pour ne pas lui adresser un message comme s'il était encore à convertir. Je vais ensuite vous expliquer comment créer un email, et là on passe à l'essentiel, c'est que le contenu est roi. Comme on le sait déjà sur le web et sur l'emailing, c'est la même chose. En 3 secondes et 6 mots, on a convaincu ou pas convaincu une personne de continuer à passer du temps avec nous. Donc il faut absolument pouvoir les intéresser. Alors, nous allons voir les 6 règles d'or pour un objet impactant. Donc, si vous vous souvenez, l'objet, c'est le titre qui apparaît quand vous êtes dans une messagerie et que vous voyez juste le nom de celui qui vous envoie l'email, et l'objet, c'est-à-dire le titre qui a été donné à l'email, qui doit vous donner envie de cliquer pour ensuite voir l'intérieur du message. Alors, cet objet, on a besoin qu'il soit pertinent, il doit dire au lecteur ce qu'ils vont y trouver. Là, dans l'exemple que je vous montre, on parle de tout à -50 avec une vente flash 20 qui est organisée par Carrefour. Je sais en une demi-seconde si ça m'intéresse ou pas. Si je n'achète jamais de vin, ben, je passe mon chemin. Si je suis intéressée par des ventes flash et surtout par la promotion de -50%, je le sais avant même d'avoir ouvert cet email que je vais y trouver des choses intéressantes qui vont m'intéresser moi. Ensuite, la deuxième règle, ne pas tomber dans le piège du spam. Dans cet objet, il faut absolument éviter de mettre des ponctuations excessives comme des points d'exclamation. Alors, ça peut passer. Quand il y en a plusieurs, ça passe beaucoup moins bien. Il faut éviter de rédiger tout l'objet en majuscule parce qu'il y a des logiciels de spam qui vous mettent directement en spam simplement parce que vous avez écrit l'objet en majuscule, donc évitez ça. Les signes spéciaux qui passent mal comme les étoiles, les euros, les arrobases sont parfois mal interprétés par des messagerie. Donc quand vous devez écrire euro, il vaut mieux écrire EURO que mettre le sigle, vous prenez moins de risques. Ne pas laisser la ligne d'objet vide, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand c'est vide, les gens vont forcément vouloir ouvrir. C'est le contraire, il vaut mieux un bon objet que pas d'objet du tout. Il ne faut pas mettre le nom du destinataire dans le sujet, ou du moins en abuser. Il faut éviter d'utiliser le re qui veut dire une redirection ou une réponse, sauf si c'est vraiment une réponse, parce que là il y a des petits malins qui se sont dit que les logiciels anti-spam allaient les laisser passer si c'était marqué que c'était une réponse. Donc il y a eu des abus, c'est pas la peine de contourner la problématique. Et les sujets qui sont trop vagues ou du type newsletter de mars 2013 ne font pas ouvrir. Donc soyez vraiment plus spécifiques. Il faut motiver, oui, mais il faut tenir ses promesses. Donc là, c'est pas la peine de mettre dans l'objet quelque chose qui, dans l'email et le contenu de l'email, ne sera pas tenable. Genre, vous avez gagné une Mercedes cabriolet pour ensuite apprendre que vous faites partie d'un tirage qui fait qu'il y a une personne sur 1 million qui va gagner. Ça ne marche pas. Dans la 4e règle, c'est faire ressentir l'urgence. Donc là, ce sont des recettes qui marchent de manière générale en marketing pour donner un nom à une opération commerciale. On va parler des derniers jours et on va mettre une notion d'urgence en disant qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter. Donc là, on est par exemple sur la fin des soldes chez Virgin. Ce qui est pas mal, c'est d'utiliser des nombres. Donc là, on a aussi des opérations qui, si elles durent 5 jours, 3 heures, 2 jours ou autres, peuvent faire qu'on comprend aussi qu'il y a une urgence et qu'on est sur une opération qui ne dure que quelques jours. Donc le titre, quand il possède donc cet objet, une opération à base de nombres, ça marche assez bien. Et puis enfin, pour que notre objet puisse devenir de plus en plus pertinent, il faut qu'on fasse des tests et encore des tests. Alors, comment faire ces tests pour que ça fonctionne? Eh bien, par exemple, si la base fait 10 000 contacts,
D'accord. Vous n'allez pas la séparer en deux entre la version A et la version B. Vous allez d'abord envoyer un email de la version A sur 1000 adresses email, envoyer un email avec la version B sur 1000 adresses email. Alors, la différence entre la version A et la version B dans mon exemple, c'est que j'ai changé l'objet. D'accord, je ne suis pas sûre de quel objet va fonctionner le mieux. Je le teste sur 10% de la base, l'autre sur l'autre 10%. Du coup, il me reste 80% de la base qui va pouvoir partir avec le meilleur des deux objets. Comme ça, je n'ai pas gâché la moitié d'une base sur un objet qui marchait moins bien que l'autre. Et sachez qu'au bout de quelques heures, on voit déjà les résultats de ce qui fonctionne le mieux entre le premier et le deuxième email qu'on a fait partir. Et du coup, vous pouvez au bout de quelques heures décider que tout le reste de la base va partir avec l'objet qui a le plus fait ouvrir l'email. Parce que comment on sait si un objet fonctionne bien? Eh bien, on regarde le taux d'ouverture, d'accord? Ensuite, les 7 clés d'un message réussi. Quand j'ai déjà travaillé sur mon objet, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que j'ai poussé les gens à pouvoir avoir envie d'ouvrir mon email. Je vais ensuite, dans mon email, devoir faire un travail avec mon message. Je vais devoir être convaincant. Je vais d'abord commencer par une accroche forte en haut du message et pour qu'on puisse, même en cas de prévisualisation, savoir de quoi parle mon email. Vous savez qu'il y a dans Outlook ou autre une possibilité de prévisualiser l'email même si on ne l'a pas ouvert, et de ce fait il est important que les premières choses qu'on lise soient déjà l'accroche la plus forte. Dans le cas qui nous intéresse, sur cet exemple d'Alain Flelou, il nous fait mention que jusqu'au 31 janvier 2012 on peut profiter de l'off-stitching spécial fête avec la troisième paire à 1 €. Donc, deuxième clé dessus pour un message réussi, la personnalisation. Donc, c'était très à la mode il y a encore quelques années. Amazon continue de l'utiliser, de le surutiliser. C'est à utiliser avec parcimonie. D'abord, il faut vérifier que le nom, le prénom sont vraiment correctement écrits, parce que quand vous le recevez et que justement votre nom est mal orthographié, c'est encore pire que tout, ça a l'effet inverse. Et puis, c'est censé créer de l'intimité, mais à un moment donné, quand vous le voyez répéter à trop d'endroits, ça fait aussi un petit peu artificiel. Bon. Là, on a l'exemple d'Amazon qui utilise beaucoup cette pratique. Troisième clé de succès pour un message réussi, eh bien c'est le call to action en anglais, mais qu'on appellera plutôt un bouton d'action en français. C'est le fait qu'on va pousser à vous faire quelque chose sur l'email. Donc si vous voulez que les personnes cliquent pour aller sur une page ou mettent aillent voir sur votre site certaines choses, vous devez les mettre sous la forme de boutons et pas juste un mot avec un petit lien. Un bouton pour que ça donne envie de cliquer. Ensuite, dans le quatrième point, il faut pouvoir montrer les bénéfices, d'accord? Parce que l'idée, c'est que vous montriez ce que la personne va en tirer et pas du tout ce que vous avez à vendre. Mettez-vous à la place de celui qui reçoit le message. Quel est le bénéfice pour lui et pas du tout quel est le bénéfice pour vous en tant qu'entreprise, d'accord? Ensuite, utiliser des listes à puces plutôt que de rédiger de longs paragraphes. Vous savez, les internautes sont feignants, nous sommes feignants, tout le monde est feignant, donc il faut prémâcher le travail, il faut avoir plusieurs niveaux de lecture, mais ça c'est pareil pour la rédaction sur un site internet, dans un blog ou emailing. Il faut pouvoir avoir plusieurs niveaux de lecture. Je vais donc mettre des titres, des sous-titres et puis ensuite des listes de mots qui voilà, me permettent d'aller à l'essentiel, mettre des mots en gras pour aider aussi cette lecture en diagonale. Et sachez que les longs paragraphes ne seront pas lus. Votre emailing, si il a une vocation, c'est de faire que les personnes cliquent et aillent voir le détail sur votre site, il doit donc être assez synthétique. Il ne doit pas tout dire, il doit dire l'essentiel et attirer simplement l'attention pour faire à la personne ce que vous voulez qu'elle fasse dans cet emailing. Quand on est en B2B, on peut avoir un intérêt à mettre une signature personnelle pour éviter le côté j'envoie ça à tout le monde. Donc si vous envoyez aux entreprises et que vous avez un contact particulier avec vos clients, n'hésitez pas à dire que c'est vous qui leur parlez et pas juste la société.
Et ce qui est indispensable aujourd'hui, c'est de rajouter des modules de viralité pour que le message soit diffusé sur les réseaux sociaux par votre cible qui reçoit le message. Donc vous pouvez être amené en envoyant un email à 10 000 personnes à faire que cet email soit finalement un message vu par le double si vous avez beaucoup de viralité, c'est-à-dire de personnes qui vont aller reprendre votre email et le partager sur Facebook, sur Twitter et autres Google+. Donc voilà comment on peut, dans un email, inviter les gens à partager. On écrit, on met les boutons qui permettent de devenir fan ou follower sur Twitter. Ça, c'est une chose. Ça vous permet de collecter des personnes qui vont suivre vos actualités sur les réseaux sociaux, mais surtout des boutons de partage de la page ou de l'article. Comment délivre-t-on un message? Et là, c'est vraiment une grosse partie essentielle du travail, c'est qu'il y a des personnes qui s'amusent d'aujourd'hui à utiliser encore leur messagerie professionnelle ou personnelle pour envoyer à des centaines de personnes le même message et qui se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas parce que ça ne sera pas livré. Si vous n'utilisez pas une plateforme professionnelle, vous n'aurez qu'une partie des gens qui le reçoivent. Il y a beaucoup d'emails qui arriveront dans la fameuse boîte spam qu'en français s'appelle courrier indésirable. Et du coup, vous n'aurez qu'une partie de votre potentiel de lecteur qui pourra être en mesure de recevoir votre message. Ça, c'est dommage. Sachez qu'au-delà de 50 personnes envoyées d'un coup sur une messagerie qui est votre messagerie pro ou perso, vous avez des grandes chances de passer pour un spammeur et d'être même bloqué dans la distribution de vos futurs emails de masse. Voilà pourquoi il faut passer par une plateforme professionnelle et ces plateformes elles-mêmes n'ont pas toutes le même taux de délivrabilité, c'est-à-dire de nombre d'adresses email qui vont recevoir votre message quand on le rapporte au nombre d'adresses email qui existaient dans votre base et à qui vous avez envoyé le message. Alors, ce qu'il faut faire pour essayer que votre email arrive, donc soit livré. Il faut que votre email possède un lien de désabonnement. Ça, c'est la première chose. Parce qu'avec un lien de désabonnement, vous allez permettre aux gens qui ne sont absolument pas intéressés de se désabonner. L'idée, c'est pas d'avoir la plus grosse base de données de la Terre, c'est d'avoir la base de gens qui sont intéressés par ce que vous allez leur envoyer. Ensuite, il faut permettre d'identifier l'entreprise expéditrice. Sachez que les sociétés, les messageries qui distribueront votre message apprécient le fait que vous soyez identifié avec une adresse postale et une vraie existence pour qu'on sache repérer qui parle en fait, qui envoie quoi comme message. Donc il faut à la fois être identifié comme entreprise et rajouter une adresse postale physique à l'intérieur de votre email. Ensuite, il faut rédiger un objet sans ambiguïté. Donc on a vu déjà précédemment comment avoir un objet impactant, mais surtout un objet qui ne vous fait pas tomber dans le spam. Et vérifier que votre adresse email reste lisible sur un smartphone. Pardon, pas votre adresse, votre email, puisque quand vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui lisent les emails sur leur téléphone ou sur un mobile et que votre message s'affiche mal, la messagerie retiendra que votre destinataire a eu une mauvaise expérience et décidera de bloquer les emails suivants. Alors, pour éviter d'être blacklisté, même si vous passez les filtres, il faut comprendre comment un email est évalué. Vous prenez le risque de ne pas être livré si les envois sont trop fréquents. Si les envois sont trop lourds, avec des images que vous avez mis dans une définition bien trop importante et que ça rame pour télécharger toutes ces images, vous serez pénalisé. Et si l'internaute n'a jamais manifesté d'intérêt envers votre société et qu'il considère que c'est une intrusion, voire une pollution, eh bien attention, l'internaute peut finir par vous déclarer comme spammeur. Et là, quand vous êtes nombreux en tant qu'internaute à déclarer un expéditeur comme spammeur, les messageries bloquent. C'est comme ça qu'on se retrouve donc sur une liste noire et donc les Anglais parlent de blacklisting. Alors, 6 bonnes pratiques. Soyez transparent au moment de la collecte.
quand vous récupérez une adresse email, ne le faites pas dans le dos de quelqu'un, essayez plutôt d'avoir son accord. Donnez le choix au destinataire de votre message de se désinscrire. Là encore, donc on ne fait pas la course à la quantité, mais plutôt à la qualité. Assurez-vous de la pertinence du contenu vis-à-vis de l'audience à qui vous avez envoyé votre message. Déterminez une bonne fréquence. Là, c'est pareil, Cdiscount s'est mordu les doigts en envoyant plusieurs fois par jour des emails qui ont fini par gaver sa base de données et des gens qui ont même fini par ne plus acheter sur Cdiscount tellement les emails étaient trop fréquents. Déterminer la longueur, alors c'est pareil, un long email, il est forcément trop long puisque les gens n'ont pas le temps, il faut être concis. Et déterminer, alors si ce n'est le meilleur jour ou la meilleure heure, un certain nombre de pratiques en fonction de si je m'adresse à des clients particuliers ou à des entreprises pour avoir des grandes chances que ça soit le bon moment pour que mon email soit traité. Alors, nous allons chercher à mesurer la performance de nos emails. Donc là, on est bien d'accord que si on ne mesure pas, on ne peut pas s'améliorer. Alors, comment ça marche? Quand j'envoie un email, il y a d'abord une partie de mes emails qui sont reçus et il y en a qui ne sont pas reçus. Les non reçus, ça peut être pour des adresses qui étaient mal rédigées. Quand l'adresse a été rédigée sur un morceau de papier ou à la va-vite et qu'on avait un R en trop, un L en moins, un petit tiret, un CCD dans François ou n'importe quoi, ça fait des adresses qui n'existent pas et qui ont un mauvais formatage. Donc je n'ai que celles qui sont déjà bien formatées qui ont des chances d'arriver dans la boîte de réception. Mais il y a aussi entre les deux, celles qui arrivent dans la boîte de réception et celles qui sont mises dans les courriers indésirables. Donc ça, c'est mes logiciels anti-spam qui ont fait le travail et qui ont décidé que ce que vous envoyez, ça correspondait à un truc massif qui n'était pas fait dans les règles de l'art et qu'il ne fallait pas que ça soit présenté dans la boîte de réception de l'internaute. Et puis, il y a aussi ceux qui arrivent directement à la poubelle. Il y a des gens qui ont mis en place des filtres qui fait qu'au-delà des courriers indésirables, ça part directement à la poubelle. En se concentrant sur les emails qui arrivent dans la boîte de réception, j'ai ensuite deux façons d'agir. J'ai vu l'adresse email avec deux informations qui me font décider si j'ouvre ou pas. C'est le nom de l'expéditeur. Est-ce que je connais cette société, est-ce que je ne la connais pas? Et c'est l'objet, le fameux objet qui me dit qu'il y a une vente flash sur les vins avec moins 50% de réduction ou autre. Et là, ça me donne l'envie ou non d'ouvrir. Donc il y a les gens qui n'ouvrent pas. Donc ils n'auront pas vu votre message. Peut-être que par la prévisualisation, ils auront eu idée du contenu des premières lignes, mais on ne peut pas dire qu'il est ouvert, encore moins cliqué et agi dans ce qu'il y avait à faire dans cet email. Et puis il y a ceux, et là on est content, qui ont ouvert votre email. Une fois que l'email est ouvert, soit c'est un email qui demande de cliquer quelque part pour aller sur un site, soit c'est un email qui demande simplement à être lu. Dans ces cas-là, c'est pas la peine de regarder si le taux de clic est important, parce que si l'idée c'était juste qu'ils le lisent et qu'ils ne fassent rien d'autre, tout simplement en ayant ouvert l'email, on est content. Si on a demandé que les personnes puissent cliquer pour avoir plus d'informations, pour faire un achat, pour s'inscrire, pour télécharger quelque chose, à ce moment-là, ça va nous importer de suivre le taux de clic. Et puis enfin, et là on est au-delà de la plateforme d'email, quand la personne va s'être rendue sur le site internet, elle aura converti ou non converti en fonction des objectifs que je m'étais donnés. Une conversion, c'est pas forcément un achat, mais une conversion, ça peut être un téléchargement, ça peut être une inscription, un remplissage de formulaire, des choses, une vidéo qu'on aura vue ou autre. Alors, qu'est-ce que je mesure? Parce qu'on peut mesurer beaucoup de choses. Déjà, il faut le bon outil qui nous permet de donner ces statistiques, d'où l'importance d'utiliser une plateforme professionnelle. Je vais pouvoir mesurer combien de personnes ont reçu mon email par rapport au nombre de personnes à qui je l'ai adressé. Donc ça, c'est quand même important. Les emails non livrés, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été livrés? Qu'est-ce que je fais de ces adresses email? Je les garde pour une autre fois ou est-ce que je les supprime? Combien de personnes ont ouvert mon email? Ça va m'importer beaucoup. Il y a même des plateformes qui me permettent de savoir quelles sont les adresses email qui ont ouvert mon email. Donc là, ça va m'intéresser parce que je ne vais pas juste avoir un nombre, je vais savoir quelle adresse email, c'est-à-dire qui. Combien de liens ont été cliqués?
quels liens ont été cliqués, ça va m'importer, en quelle quantité et par qui. Donc là, si je suis en train de présenter un nouveau produit, un nouveau service, je vais pouvoir quasiment séparer et segmenter ma base en disant ces personnes-là ont cliqué sur ce lien qui présentait un nouveau service. J'ai donc là des gens ultra intéressés par ce nouveau service. Il faut que je les convertisse de façon, par exemple, téléphonique ou en leur adressant un courrier ou un message spécial par email. Alors, combien de fois mon email a été cliqué? Je vais pouvoir le savoir grâce à ma plateforme. Par qui? Je le sais aussi. Qui s'est désinscrit et qui a partagé l'email, qui a été partagé par combien de fois et par quels réseaux sociaux ou par quelle façon de transférer l'email. Ce sont des statistiques qui vont m'importer pour pouvoir mesurer le succès de ma campagne. Alors, petit récapitulatif sur les taux de délivrés. Ce sont les emails qui ont été délivrés que je rapporte aux emails qui ont été envoyés. D'accord, en termes d'adresse. Le taux de rebond, c'est le contraire du taux de délivré. C'est en fait ceux qui n'ont pas, ils ont été retournés par le serveur. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'existence. Donc, mon taux de rebond, c'est une base de données qui est avec des mauvaises adresses, qui n'a pas été nettoyée. Mon taux de délivré, on va le voir tout à l'heure, devrait être entre 98 et 99%. Et quand il est supérieur, c'est que je viens peut-être d'utiliser pour la première fois une base qui est un peu vieillissante, qui n'a jamais été nettoyée. Mais après, quand j'utilise régulièrement ma base, je dois forcément avoir au moins 99% de livraison. Mon taux d'ouverture, donc c'est le nombre d'emails ouverts que je rapporte au nombre d'emails délivrés, hein, pas ceux que j'ai envoyés, mais ceux qui ont vraiment été reçus. Et mon taux de clic, ça va être le nombre de liens qui auront été cliqués, rapporté au nombre d'emails qui auront été ouverts. Voilà à quoi ressemble mon entonnoir de conversion. Quand j'adresse une campagne d'email, je vais avoir donc entre 90 et 99% de mes messages qui auront été délivrés. Je vous dis 90%, c'est un très mauvais taux. Hein. Le 90%, c'est une base qui n'a jamais été touchée, que j'utilise pour la première fois, qui n'a pas été nettoyée, dont les adresses ont été peut-être saisies un peu trop rapidement. Et quand je suis à 99%, je suis plutôt à un taux correct quand ma base est propre et que je l'utilise régulièrement. Ensuite, en taux de lu, en fait, ce sont les ouvertures, d'accord? Combien d'emails vont être ouverts par rapport au nombre de ceux qui auront été livrés? Eh bien, je vais avoir entre 10 et 30%, et là, ça dépend beaucoup de si je m'adresse aux particuliers, si je m'adresse aux entreprises, si ma société est connue, ne l'est pas, et ça dépend beaucoup aussi, donc à la fois de l'expéditeur, mais aussi de l'objet. Vous avez vu comment on fait pour avoir un objet impactant. Donc là, c'est ce qui va faire que vous êtes entre peut-être 10 et 20% sur du B2B, vous êtes entre du 20 et 30% sur du B2C promotionnel, parce que quand je ne suis pas dans la promotion, que j'informe simplement sur une nouveauté produit ou autre, je vais plutôt être entre 15 et 20%. Et puis ensuite, ce qui va faire la différence, c'est le contenu de mon email concernant le taux de clic. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y a des emailing qui sont faits pour cliquer et d'autres qui sont faits pour être lus sans être cliqués. Donc, je vais chercher à suivre mon taux de clic que si j'ai invité les gens à cliquer. C'est bien évident. Donc là, mon taux de clic, c'est pareil, entre 5 et 15%. Quand je suis au-delà, c'est que j'ai mis quelque chose de promotionnel ou que j'ai construit un email qui pousse vraiment à faire quelque chose avec des gros boutons d'action, avec un message très clair et avec peut-être une offre promotionnelle irrésistible qui fait que j'arrive à 25, 30, 35%. Ça, je peux y arriver quand je suis dans les périodes de solde, dans les périodes de promotionnelles ou dans des choses vraiment très exclusives. Donc, au résultat, quand je combine mon taux de livraison, mon taux d'ouverture et mon taux de clic, je peux me retrouver à avoir entre 0,4 et 4% de réaction, c'est-à-dire de clic, quand je le rapporte au nombre d'adresses email que j'ai envoyées, à qui j'ai adressé un message.
D'accord. Donc ça, c'est voilà, le 0,4, on peut dire, il est très très bas. Le 4-5%, c'est plutôt un bon taux. En moyenne, on devrait être entre 1,5 et 2%. D'accord. Et ça, ce n'est pas sur des bases inconnues, c'est sur des bases de gens qui vous ont dit oui, je suis intéressé par vos informations. Calcul du retour sur investissement d'un emailing, je prends la valeur d'une conversion. Donc une conversion, voilà, si je suis sur un site e-commerce, ça va être par exemple le panier moyen de mon site, et puis multiplié par le nombre de conversions. Donc j'ai eu combien de commandes, ça me donne un chiffre d'affaires que je vais diviser par le coût de la campagne. Alors, soit je soustrais le coût de la campagne de ce chiffre d'affaires, soit je le fais pas, mais moi j'ai pris l'habitude de soustraire même le coût de la campagne pour savoir combien il me reste de chiffre d'affaires, déduction faite du coût de la campagne. Et quand je le rapporte au coût de la campagne, ça me permet de dire bah, j'ai investi 100 € dans mon emailing et ça m'a rapporté 1500 € de chiffre d'affaires par exemple. Je sais dans ces cas-là que c'est intéressant de continuer, alors que si je n'ai même pas retrouvé en chiffre d'affaires le coût de ma campagne, je vais me poser des questions. Si j'ai fait des tests, je sais comment améliorer la chose. Si je n'en ai pas fait, ça sera difficile. Comment augmenter la valeur? Eh bien, avec une base récente bien qualifiée, je sais que je vais avoir plus de conversions. Avec un emailing qui a des boutons qui poussent à l'action, eh bien, je vais aussi là avoir une meilleure conversion, donc un meilleur chiffre d'affaires. Si j'ai une offre qui donne envie, avec un cadeau ou une promo, évidemment, ça va fonctionner mieux que si je n'avais pas d'offre. Et comment diminuer les coûts? Eh bien, écoutez, si vous payez par envoi des emails envoyés, il vaut mieux avoir des listes propres et il vaut mieux aussi s'assurer que vos emails arrivent. Donc, il faut diminuer le blacklisting. Vous avez vu pourquoi on peut se faire blacklister. Et puis, il faut s'arranger pour avoir une base propre. Alors, propre, ça veut dire que j'ai retiré toutes les adresses qui sont mal foutues, qui n'arrivent jamais, et surtout que j'ai retiré les personnes qui ne souhaitent pas plus recevoir les informations que je l'envoie. Et puis qualifier, ça veut dire que j'apprends à mieux connaître qui sont les personnes qui sont à l'intérieur, et plus je qualifie, plus je segmente, plus je suis pertinent, et donc j'arrive à n'adresser que peu de messages, mais à des gens qui me font beaucoup de retours. 6 idées pour augmenter la conversion. Eh bien, être pertinent ou être supprimé. Donc là, comme on l'a expliqué, n'adressez pas des messages aux mauvaises personnes. Hein. Mettre à jour le profil de vos bases annuellement vous aidera à être vraiment plus pertinent et du coup à augmenter cette fameuse conversion qui va vous dire si votre email est rentable ou pas et si ce levier-là est un bon levier de retour sur investissement. Il faut recommander des produits en fonction des différents profils de vos bases. Donc là, l'offre en face de la demande, c'est toujours aussi important. Donner une garantie aux sceptiques. Donc là, dès que vous êtes à la fois, ça fonctionne comme sur les sites, hein, si vous avez des freins à l'achat et que vous mettez un certain nombre de garanties en place en disant aussi que le site est sécurisé et autres, vous levez les freins. Donc vous le faites sur le site internet, mais ce qui est bien, c'est de reprendre toutes ces garanties dans l'email pour déjà lever les freins à l'idée d'arriver sur ce site qui possède toutes ces garanties. Offrir un cadeau aux clients fidèles, alors un cadeau, une promotion, une remise, un système de parrainage, voilà, trouver des moyens en fait de motiver les gens, de leur dire que c'est limité dans le temps, donc ça marche beaucoup, la contrainte du temps. Et puis ce qui est bien, c'est de proposer de recevoir une alerte par email par exemple sur un critère de recherche, parce que des personnes ont pu chercher un objet, un produit sur votre site, il n'était pas disponible et si vous les prévenez par email quand ils sont disponibles, évidemment là vous aurez une conversion qui va augmenter parce que ces personnes pourront sauter sur l'occasion quand ça arrive.
Alors, je vais terminer sur les 12 points clés à retenir pour les emailing. J'ai essayé de faire une synthèse de tous ces points et tous ces trucs et astuces que nous venons de voir. Et je commencerai en premier par dire que l'expéditeur doit s'afficher clairement par le nom de son entreprise. C'est simple. Si votre société est connue, ça aidera beaucoup à ce que l'email soit lu. Si elle n'est pas connue, c'est pas la peine d'écrire ou de se cacher derrière quelque chose ou d'écrire Camille Dumoulin vous écrit parce qu'on ne connaît pas Camille Dumoulin. Il vaut mieux que ce soit le nom de l'entreprise qui s'affiche comme étant l'expéditeur de l'emailing. Donc n'oubliez pas, l'expéditeur, c'est pas newsletter de mars 2012, l'expéditeur c'est société Trucmuche. L'objet doit parler du contenu, et ce, dès les premiers mots. Vous savez qu'il y a certaines messageries qui vous montrent comme objet que les 2-3 premiers mots, parce qu'après ça coupe, on ne voit pas la suite. Donc votre objet doit parler de l'essentiel avec très peu de mots, et surtout l'essentiel doit être au tout début de l'objet. On doit proposer un lien miroir pour accéder à la version en ligne. Donc ce lien miroir, c'est la fameuse petite phrase « Si les images ne s'affichent pas, veuillez cliquer ici ». Et en fait, on retrouve une copie de l'email qui est hébergée sur le site et qui permet aux personnes qui n'arrivent pas à ouvrir l'email et le voir correctement avec les images, et bien d'avoir sa version web directement accessible sur le web. Donc ça, c'est un lien miroir. Ça aide beaucoup à récupérer des personnes qui se seraient lassées de ne pas voir à quoi ressemblent les images ou pour lequel il y a un mauvais paramétrage de leur messagerie qui fait que les images n'apparaissent pas de façon automatique. Ensuite, quatrième point, l'accroche, seule phrase qui doit être centrée, doit résumer l'essentiel du message. Donc là, je parle de l'accroche, la première phrase que l'on lit quand on a ouvert l'email. Elle ne doit pas faire plus de 2 lignes, parce que sinon c'est une accroche qui est trop longue, et les autres textes doivent être justifiés à gauche parce qu'il est très difficile de lire du long texte quand il est centré. Notre œil ayant l'habitude de pouvoir retourner à la ligne sur la gauche quand on cherche à lire la 2e et la 3e ligne d'un texte, efforcez-vous de justifier à gauche et de mettre que l'accroche de façon centrée en haut de votre message. Votre message lui-même doit alterner texte et image. Vous savez que si vous ne mettez que du texte, à un moment donné, les gens ne voudront pas lire. Ils sont feignants, nous sommes feignants, vous êtes feignants. Donc, on aime bien les images. Attention, la vidéo, elle ne peut pas être hébergée sur l'email lui-même parce que ça serait trop lourd. Donc, ça veut dire que vous contraignez les gens à aller lire la vidéo en cliquant pour aller la voir sur votre site. C'est intéressant, mais il faut du coup que cette connexion se fasse avec on va dire un débit rapide, ce qui est sur les smartphones pas toujours évident quand on est en 3G. Donc là, ce que je vous conseille au-delà de la vidéo, c'est de pouvoir alterner des jolies images et du texte pour donner envie de lire. Utilisez un maximum de fois les listes à puces. Donc là, c'est un rappel. Mettez pas des grands paragraphes de texte qui ne donnent pas envie de lire. Mettez des listes à puces qui permettent de faire une lecture assez rapide et en diagonale de l'essentiel de votre message. Dans les points suivants, eh bien, on va mettre en gras ce qu'il est important de lire en diagonale. Donc toujours dans ces différents niveaux de lecture qu'on propose, on aide la personne à aller vite parce que nous sommes tous très pressés. On va aérer les paragraphes qui doivent être courts et pas plus de 3 ou 4 lignes et pas trop larges. Il est toujours difficile de revenir sur la bonne ligne, donc on essaie de faire des paragraphes courts, justifiés à gauche et pas trop longs et qui vont à l'essentiel. Et ce qu'on appelle les aérer, c'est de mettre des espaces, laisser respirer l'œil pour pas mettre des gros pâtés de paragraphes qui ne donnent pas envie de lire. Ce que je raconte pour les emailing vaut pour la rédaction des pages de contenu sur Internet. Limiter le nombre de couleurs utilisées dans l'ensemble de l'emailing pour pas que ça soit carnaval. Il y a des personnes qui, voyant qu'on a toute la palette à la disposition, vont vous mettre mais alors toutes les couleurs à toutes les lignes. Donc ça fait pas très professionnel. Idéalement 3 ou 4 couleurs, ça doit reprendre en fait la charte de votre logo, la charte graphique de votre entreprise si possible. Et si on arrive à se caler sur 3 couleurs qui permettent d'avoir toujours les titres de la même couleur, les sous-titres de la même couleur et le reste pour des boutons d'action
d'une couleur différente pour qu'on puisse réellement inciter les gens à faire ce qu'on leur a demandé de faire, eh bien on aura gagné en professionnalisme et surtout en efficacité. Et puis mettre de l'appel à l'action, donc ces fameux boutons qui aident à cliquer, et idéalement avec un fond de couleur. Donc ça, c'est comme ça qu'on les voit le mieux et qu'ils vont fonctionner le mieux. Vous qui avez compris qu'il est essentiel de faire des tests, vous verrez que l'impact de la taille et de la couleur de ces boutons peut faire changer de beaucoup de points les résultats de vos statistiques et surtout de vos taux de clic. Ensuite, il faut, c'est indispensable, proposer un lien de désabonnement. Alors, qui fonctionne? J'aurais dû le mettre en rouge. Qui fonctionne? Parce que presque tout le monde propose ce lien de désabonnement. Il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. Il n'y a rien de plus énervant pour quelqu'un qui reçoit votre emailing que de vouloir se désabonner, de s'apercevoir qu'un mois après, on continue de recevoir comme si on n'avait rien fait. Donc là, un lien de désabonnement qui fonctionne, si vous utilisez une plateforme professionnelle, c'est automatique et vous n'avez même pas besoin, vous, de faire le nettoyage. Donc ça, c'est vraiment bien. Et enfin, je terminerai par mettre l'adresse physique de l'entreprise. Ça, c'est pour pouvoir passer les filtres anti-spam et aussi parce que vous allez rassurer le destinataire qui saura qui communique avec lui. J'ai terminé, je vous remercie. Maintenant, je vais demander à David si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup Christine pour ce webinaire très riche et très intéressant. Tu as réussi à nous faire passer beaucoup d'informations en moins d'1 heure, donc merci à toi. Ta présentation a suscité plusieurs questions, donc je vais te les lire. Il y a Benjamin qui nous demande « Quel outil conseilles-tu pour l'emailing et la mesure des résultats ?» Alors, moi, j'adore Constant Contact. Je vous dis, la problématique, c'est que c'est un outil en anglais, mais bon, après, même sans être bilingue en anglais, je pense qu'on peut s'en sortir, parce qu'il a un très bon rapport qualité-prix. D'abord, c'est la plateforme qui assure le meilleur taux de délivrabilité du monde. Pourquoi? Parce que tout le monde s'engage à n'y mettre que des bases de gens qui ont sollicité de recevoir vos messages. Donc, il n'y a pas de base louée, de base achetée, et donc on n'a que des bases de gens qui attendent des messages de la part de leur fournisseur, et de ce fait, du coup, ça en fait la plateforme qui a un très bon taux de délivrabilité, plein de fonctionnalités superbes et un coût que moi j'appelle dérisoire, puisque on paie à l'hébergement de la base et après on est en illimité. Donc par mois on va payer 50 ou 100 $ et après on l'utilise autant de fois qu'on veut. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon outil. Mais ce n'est pas le seul. D'accord, très bien, c'est noté, merci. On a également Angelica qui nous demande « Quelles sont les best practices en termes de construction technique d'un email HTML ou laquelle des plateformes citées précédemment propose déjà des templates HTML propres pour éviter les filtres anti-spam ?» Alors, il y en a de plus en plus de plateformes qui proposent des templates. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le développement en HTML nécessite du coup de passer par un professionnel, un web designer et autres qui va vous faire du HTML, qu'après on n'a pas les moyens, nous, en tant que marketing, de bouger à volonté. Donc, si vous voulez être autonome, il faut en effet passer par des plateformes qui proposent des templates. Donc, Sarbacane le fait bien, le fait de mieux en mieux d'ailleurs, parce que c'était pas le cas et maintenant ça devient vraiment avec une belle bibliothèque. Et puis, Constant Contact propose des bibliothèques j'allais dire pas en illimité, mais dont vous pouvez choisir par thématique. Donc si vous êtes un restaurant, vous pouvez trouver plusieurs modèles qui correspondent à des emailing type pour des restaurants par exemple. Donc du coup, comme le travail est pré-mâché, il n'y a plus qu'à changer les images, le texte, et puis tous les blocs sont déjà en place pour que ça fonctionne et sans qu'on ait besoin d'un informaticien. Très bien. Donc voilà pour les templates. On a également Bernard qui nous demande « Mes campagnes emailing ont un bon taux d'ouverture, mais un faible taux de clic. Pourquoi? Comment y remédier ?»
Alors, pourquoi? On a vu ce qui va faire changer le taux de clic. D'abord, c'est est-ce qu'on invite les gens à cliquer quelque part? C'est-à-dire, est-ce que c'est un email qui est fait pour générer du trafic sur une page d'atterrissage, un site, un blog, que sais-je? Si cet email est fait pour être cliqué, dans ces cas-là, il faut demander aux gens de le faire. C'est-à-dire que c'est pas juste en l'écrivant que les gens le font. Il faut réellement mettre, donc on a vu des encarts qui sont en couleur, qui sont de bonne taille et où c'est marqué « Je m'inscris ». Ou alors c'est marqué « Je télécharge mon livre blanc ». C'est marqué dessus ce qu'on fait, en gros, en couleur, et du coup, c'est pratiquement la seule chose qui doit être visible en plus de l'accroche et puis d'une photo d'illustration qui donne envie. D'accord, très bien, merci. Encore une question. Michel qui nous demande si on peut faire appel à vos services pour gérer une campagne emailing. Quelle valeur ajoutée nous proposez-vous? Bien sûr. Alors au-delà juste d'utiliser une plateforme technique que presque tout le monde peut utiliser, je dirais que c'est l'expérience de 25 ans de marketing qui fait que je vais rajouter une couche pour que cet emailing soit réellement un outil qui aide à faire des ventes. Voilà, c'est ça le marketing, hein, c'est donner envie d'acheter. Et l'idée, c'est que si on passe par un expert en emailing, à partir de pièces détachées que vous allez lui donner, d'idées sur ce que vous voulez dire, eh bien, on va pouvoir d'abord, articuler un calendrier d'animation sur l'année. On va identifier les temps forts de qu'est-ce que vous avez à dire, à quelle période de l'année et à qui. Donc déjà, il faut un calendrier pour faire ça, un plan d'animation commerciale. Et puis, une fois qu'on sait à qui on adresse quel message à quelle période de l'année, on va chercher à ce que ce message ait le meilleur objet. On va faire des tests et des accroches, des photos qui soient franchement séduisantes. Quand c'est trop long, on va les raccourcir. En fait, voilà, ça va être du reformatage, passer à la moulinette. Qu'est-ce qui donne envie d'acheter si je fais mon emailing comme ça? Donc oui, bien évidemment, tous les consultants WSI ont la capacité de vendre la prestation emailing à leurs clients, et moi et d'autres. Donc. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Christine si vous avez besoin d'aide pour vos campagnes Oui, emailing. Christine ou tous les autres, voilà, les consultants WSI proches de chez vous, mais voilà, on a tous cette capacité. Bien sûr. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez accéder à la liste des consultants WSI sur le site wsi-marketing-internet.com. Vous avez également les références de nos consultants, avec notamment des cas de Christine, campagne emailing qu'elle a déjà menée. Donc, vous pouvez voir un petit peu plus les résultats. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur le site. Il y a encore plusieurs questions. On va devoir terminer pour libérer les personnes qui ont des obligations. Vas-y David, je vais prendre les questions, vas-y. Ok, bon, bah ceux qui veulent le quitter, n'hésitez pas à nous envoyer un email si vous avez besoin de plus d'informations. On a encore des questions. Christine, un exemple de retour sur investissement sur une campagne emailing que tu as menée. Donc, on voudrait que je puisse expliquer comment je fais le calcul ou combien ça rapporte, parce que ça dépend tellement du business en fait. Aujourd'hui, les emailing qui sont les plus rentables sont les emailing. Oui. Oui, c'est plutôt apparemment un ordre de grandeur des résultats qu'on peut espérer en termes de ROI. Un ordre de grandeur. Alors voilà, je vais y aller. En fait, il y a la création d'un email, la mise en place d'un compte qui n'est pas encore ouvert, la création d'un email, le test, les différentes versions qu'on va envoyer, on va dire, si on arrive à 1000 € l'envoi et qu'on envoie sur un fichier important qui est un fichier de clients ou de prospects e-commerce, et que sur le site de e-commerce qui lui convertit bien, qui a un taux à 2 ou 3% de taux de conversion et qui a un panier moyen important, on peut se retrouver à avoir investi 1 € en email qui ramène jusqu'à 150 € de chiffre d'affaires. Après, à côté de ça, il y a des emails qu'on va faire partir sur des inconnus qui ne nous connaissent pas, en leur adressant des messages
message qui les intéresse pas, pour vendre des choses chères ou qui ne comprennent pas même ce qu'on cherche à vendre, là vous allez avoir dépensé vos 1000 € et vous aurez ni le téléphone qui sonne, ni aucune vente, ni aucune personne qui vous contacte, et là vous direz les emailing ça ne marche pas. Donc ça va de 0 à un retour sur investissement qui peut être de 1 pour 200 ou 1 pour 300, surtout quand on est sur des bases de données bien qualifiées, des bases de données de clients, et si on a par exemple un site e-commerce qui lui-même a un bon taux de conversion, l'emailing c'est du pur jus. On appuie dessus et on a le chiffre d'affaires en face. Voilà, ça répond déjà en partie à la prochaine question qui est très bien pour terminer, qui est tout simplement pourquoi choisir l'emailing plutôt qu'un autre support de web marketing entre autres. Alors déjà parce que l'emailing vous permet de ne pas être dans l'attente qu'il y ait du trafic qui arrive de je ne sais où et qui fait qu'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de business. Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il y en ait un peu plus. Je suis dans l'action. Parce que j'ai fait l'effort de collecter les coordonnées des personnes qui m'intéressent, du coup j'ai la main. C'est moi qui décide de leur adresser un message quand il y a des temps forts, quand il y a des temps faibles, quand j'ai quelque chose à leur proposer. Je peux animer en fait ma base. Donc déjà, ça veut dire que c'est moi qui ai la main dessus. Ensuite, parce que c'est somme toute un levier qui coûte très peu cher par message envoyé. Vraiment très très peu cher. Si j'ai une base un peu importante et qu'elle est bien propre et bien qualifiée, je vous dis, c'est du pur jus. À chaque fois que j'envoie un email, j'obtiens du chiffre d'affaires. La seule chose, c'est que je dois me freiner pour ne pas en envoyer trop fréquemment, pour que pas que les gens aient envie de se désabonner parce que j'en envoie trop. Donc c'est toujours le juste milieu entre j'en envoie beaucoup parce que ça me rapporte beaucoup, mais j'en envoie pas trop pour pas que les gens se désabonnent et soient saoulés. D'accord. Pourquoi croyez-vous qu'on reçoit autant d'emails? C'est bien parce que ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros, donc on est inondé. Il faut le faire correctement. Grâce à toi, en partie. Donc une question encore de Virginie qui demande, vous avez surtout parlé des entreprises ayant déjà des clients, mais qu'en est-il des nouvelles entreprises, nouveaux produits? Alors pour les nouvelles entreprises, la première chose, c'est la fameuse collecte de gens qui manifestent un intérêt pour vous. Si vous mettez un flyer en boîte aux lettres, si vous êtes dans un salon, si vous faites une conférence, eh bien vous collectez les coordonnées des personnes qui s'intéressent à vous et vous allez ensuite chercher à convertir ces personnes qui vous ont manifesté un intérêt. Arroser une base d'inconnus dont vous avez loué ou acheté le fichier à je ne sais quel courtier en fichier qui lui sera riche et pas vous, ça ne sert à rien. Moi je le déconseille. Je le déconseille. Il vaut mieux mettre en place tout ce qu'on peut pour collecter les coordonnées de gens qui s'intéressent à vous. Donc déjà, il faut aller chercher des gens qui s'intéressent à vous. Donc peut-être vous allez les chercher en référencement naturel, en référencement payant, avec des campagnes Google AdWords pour qu'ils arrivent sur votre site. Et quand ils arrivent sur votre site, la première chose à faire, c'est les faire arriver sur une page d'atterrissage qui choque les coordonnées. D'accord. D'accord, merci beaucoup Christine, j'ai beaucoup de remerciements, explications très claires, très concises, merci beaucoup, présentation très intéressante. Voilà, apparemment ta présentation a beaucoup plu et a été très claire, très bien comprise. Donc merci encore à toi et merci à vous tous pour votre présence et votre participation. N'oubliez pas le prochain atelier du web marketing le mois prochain et en vous souhaitant une très bonne après-midi. Ah, j'ai encore une question, oui, qui revient beaucoup, c'est peut-on récupérer le support de présentation? On vous enverra un email suite au webinaire avec tout ça. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne journée à tous.